Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu de l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies sur la dernière semaine, tout simplement, depuis le dernier live. Les amis, on avance un petit peu, c'est parti. Voilà le cours des crypto-monnaies. Alors vous l'avez bien vu, on était monté à 22 000 $, on a replongé en dessous des 21 000. On n'est toujours pas certain, il n'y a toujours pas de tendance. C'est les 1150 $ qui sont très importants sur Ether par exemple. Ça veut toujours rien dire. C'est une hausse qui est trop peu significative pour que ça soit un changement de tendance. Vous l'avez bien vu, hein, ça veut rien dire du tout. On est en train de rebondir en dessous de ces fameux points qui sont importants et qui peuvent nous donner la prochaine tendance. Est-ce que les crypto-monnaies vont repartir à la baisse ou est-ce qu'on est arrivé sur le bottom et sur un point qui va rester plutôt stable? J'ai pas la bonne réponse et pour l'instant je ne pourrais pas vous la donner. Quoi qu'il en soit, on se concentre sur le marché, sur les projets long terme, on essaye de recharger un petit peu son portefeuille et surtout quand on recharge son portefeuille, on garde un petit peu de liquidité, un petit peu d'USDT parce que ça peut descendre plus bas. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo il y a 48 heures les amis sur ma chaîne. Et cette vidéo, c'est très simplement arrêter de me poser cette question. Ça répond à la question que l'on me pose le plus en tant que débutant. Comment faire x2, x3 et sur quelle crypto-monnaie s'intéresser? Et je réponds parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises pour moi par les débutants. Déjà, la compréhension du cycle dans lequel on est. Ensuite, la méthodologie qu'il faut avoir si on veut faire du short terme ou si on veut faire du long terme, qui est vraiment différente. Et la phase cachée du marché, c'est-à-dire les investissements privés. Ce qui fait qu'il y a des investisseurs, comme moi d'ailleurs, hein, qui ont l'occasion de rentrer dans des projets et qui peuvent acheter de la crypto-monnaie avant même qu'elle soit listée, avant même qu'elle existe, et donc qui ont des tarifs bien plus intéressants que la communauté. Et donc quand ça arrive sur le marché, il faut avoir conscience de ça si on veut faire un bon coup, parce que sinon on fonce tout simplement droit dans le mur. On avance les amis sur l'actualité, le crash crypto après Free Arrow Capital, c'est Voyageur Digital qui se déclare en faillite. Alors attention, c'est pas une faillite comme les autres, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, hein, j'ai fait un thread dessus pour vous expliquer, c'est l'article 11, et j'explique que c'est une faillite un peu particulière, parce qu'ils utilisent justement l'article 11 pour pouvoir temporiser, pour gagner du temps et pour ne pas que les créanciers puissent leur demander de rembourser instantanément. Parce que si les créanciers, donc leurs clients, les attaquent, ils vont devoir mettre de l'argent pour se défendre au tribunal, ils vont devoir mettre de l'énergie pour se défendre et ils auront encore moins d'énergie et d'argent pour essayer de restructurer leur boîte et de s'en sortir. Donc plus les gens les attaquent, plus ils sont en procès, plus ils sont dans la merde, hein, très clairement, et plus ça devient compliqué de rembourser justement les créanciers. Donc le but c'est d'avoir un certain temps pour pouvoir justement se protéger. Encore une fois, ils devront rembourser leurs créanciers, ils vont devoir créer une nouvelle société. Et dans cette nouvelle société, ils vont naturellement, je pense, en tout cas c'est ce qui est dit dans l'article, ils vont payer une partie de leur dette parce qu'ils ont encore du cash et une autre partie, ils vont les payer, ils vont proposer du capital de cette nouvelle société. Baisse drastique des volumes d'NFT sur les marketplaces, 1 milliard de dollars en juin 2022 contre 16 milliards de dollars en janvier. On parle évidemment, non pas de façon quantitative, mais d'un point de vue de la valorisation des NFT, qui veut donc dire qu'il y a quand même des tendances qui avancent assez vite, quoi. Bref, tout ça pour dire que le marché des NFT a pris les mêmes claques qu'à peu près tous les marchés. Il suffit d'aller sur OpenSea, vous regardez les plus grosses collections qui sont celles qui résistent le mieux quand même, hein, il faut être capable de le dire. Hein. Vous prenez par exemple les Bored Ape, et là, vous vous dites, voilà, le floor, c'est 80... Et encore, c'est remonté, c'était descendu à 84, si je dis pas de bêtises. Là, t'es à 110 000 € par NFT, alors qu'on était à un moment à un truc genre 140 Ether, et un Ether, c'était 4 000 $. C'était devenu une dinguerie. Ça a pris les mêmes claques que tout, hein, finalement. Hein. Alors, il y a certaines collections NFT. Le problème, c'est comme il y a très très peu de volume, t'as des collections NFT qui se font, mais déchirées. Vraiment, elles se font totalement déchirées. Donc voilà, faites juste attention à ça. C'est des marchés qui sont encore plus opaques, avec encore moins de visibilité, où c'est quelques bonhommes qui tiennent les rênes, donc soyez prudents. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que en tant que débutant, vous avez aucune visibilité, et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a des gens qui ont donc beaucoup plus de visibilité et qui ont 1, 2, 3, 5, 10 coups d'avance sur vous. Les amis, Binance qui décide de mettre 0 trading fee sur les paires Bitcoin BUSD, Bitcoin Euro, Bitcoin TRY, Bitcoin USDC et Bitcoin USDT, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucun frais quand vous échangez du Bitcoin en spot. Pourquoi? 1. Bah déjà, c'est courageux de leur part parce que c'est quand même les plus grosses paires, je trouve, moi de Bitcoin. 2, ça permet à tout le monde de se positionner facilement. 3, ça fait énormément mal aux autres. Hein. Je vous rappelle que quand Binance US avait annoncé ça, Coinbase avait perdu 10% en bourse. Parce que autant vous dire que si pour vous ça change pas grand chose, pour l'institution financière qui achète 150 millions d'euros de Bitcoin ou qui en vend 150 millions par jour, c'est du pain béni pour les grosses organisations et pour les grosses structures. Et donc Binance récupère encore plus de flux, de volume financier. Imaginez un tuyau qui envoie tous les jours 250 milliards. Ce tuyau est divisé par 10 parce qu'il y a un bear market qui arrive.
Et quand ce tuyau est divisé par 10, et bien à ce moment-là, Binance a toujours 70% du tuyau et va drainer 10 ou 15% des parts aux autres qui étaient déjà en train de crever de faim. Binance ne crèvera pas de faim parce qu'ils ont fait de la trésorerie, ils ont réussi à avoir beaucoup de liquidités et ils arrivent à bien faire vivre leur business naturellement. Et bien le fait de savoir que quand tous les autres vont mal et eux ils viennent encore plus leur drainer du volume et de la liquidité, c'est assez dingue. Et on le voit, hein, là il y a un bras de fer absolu entre FTX et Binance, ça se clash méchamment. CZ fait une réflexion en mode on se retrouve à avoir FTX qui rachète toutes les sociétés en difficulté. Sam Bankman lui dit oui mais nous justement on veut aider les sociétés en difficulté. Binance dit nous on préfère investir dans celles qui vont avoir du succès que celles qui sont en train de mourir. Je l'ai pas sous le nez mais il y a eu des trucs les gars genre CZ qui dit un truc en mode un petit peu impossible de comprendre comment est-ce qu'ils ont pu FTX investir dans Voyageurs, ils doivent perdre du pognon et tout. Et il y a Sam Bankman le CEO d'FTX qui répond déjà il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est une faillite de la sorte parce que visiblement tu n'as pas compris les termes et tu ne sais pas de quoi on parle. Enfin des vrais gros pics qui sont lancés en frontal quoi, c'est une dinguerie. On avance les amis, Ethereum tout près du Proof of Stake. Ça y est, après le premier testnet, on a passé la migration sur le nouveau testnet, le testnet Sepolia. En gros, Ether 2.0 est passé avec succès sur le premier testnet, puis sur le deuxième. Il en reste un troisième avant The Merge, c'est-à-dire la grosse phase où Ether va passer en Proof of Stake. Ça va faire beaucoup de bruit. Alors, en effet, hein, je vous en parle dans la vidéo d'ailleurs. Ethereum, conséquence ou cause de la baisse. Alors, dans la première partie, je parle juste de la baisse. Hein. Par contre, dans la deuxième partie, je vous parle de la mise à jour qu'il y a eu sur Ether. Voilà, la réussite d'Ether, à partir de 8 minutes 50. Je vous parle du fait que ça va commencer à accélérer et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur Ether, surtout au niveau de sa consommation dans un premier temps. La plateforme Celsius qui transfère 529 millions de dollars vers l'exchange FTX. Certains disent ils ont peur que ça dump et que ça fasse baisser le prix du Bitcoin. D'autres pensent que c'est une très bonne chose au contraire et que c'est sain. Les 22 000 W Bitcoin débloqués pour rembourser le prêt DAI restants ont trouvé leur chemin vers FTX. Ça n'a pas pris longtemps. Nouvel effondrement sur Bitcoin, point d'interrogation. Alors qu'en réalité, leur avocat dit que c'est une très bonne chose pour la stabilité de la plateforme et pour ce que ça pourrait permettre aux gens de récupérer si jamais un jour ils récupèrent quelque chose. Ledger et FTX qui font un partenariat, j'en ai parlé sur BFM, je vais pas revenir dessus 25 fois. En attendant, on va pouvoir échanger directement depuis Ledger Live des crypto-monnaies à moindre fee, parce qu'avant c'était totalement on-chain et il y avait des gros frais qui faisaient que c'était pas très utilisé quoi. Et dernier point dont je voulais vous parler, la plateforme blockchain.com. Ça ne met pas en danger l'argent des utilisateurs, hein, mais se prend une douille visiblement monumentale suite à la chute de Three Arrows Capital. Autant vous dire qu'entre des sociétés comme blockchain.com qui se font déchirer, du Celsius, du Voyager, tellement de plateformes, du BlockFi, c'est vraiment le domino qui est parti de Luna, UST, Three Arrows Capital a vraiment affecté tout l'écosystème, quoi. Ça a vraiment fait du mal, à la fois moralement quand le marché perdait de la valeur, mais du coup ça fera que les produits résilients seront ceux qui auront traversé, enfin, rien que vous allez voir le produit de lending de Just Mining qu'on va proposer, il a rien à voir avec le précédent. Il y a toujours un risque, hein, à partir du moment où tu as un stablecoin, tu as un risque derrière. Chaque protocole a un risque, mais en attendant, tout le monde devient beaucoup plus résilient, beaucoup plus prudent, et naturellement, ça fait baisser les taux d'intérêt. Là, on essaye de créer un produit qui sera, selon nous, l'un des plus résilients de ce marché, dans les conditions actuelles, encore une fois, puisque ça change et ça varie, évidemment, en mélangeant CeFi et DeFi.